Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de France 3 SAT pour cette soirée spéciale élection législative 2012, spéciale second tour. Au programme ce soir, priorité aux résultats, au direct, aux réactions, à l'analyse avec le politologue bien sûr Olivier Hill. Et puis priorité aussi aux résultats. Nous serons en direct d'Hénin-Beaumont, de Pau, de La Rochelle, de Marseille, d'Aigues-Mortes. Mais tout de suite, des résultats, les tout derniers résultats avec Grégoire Bouscambert. Bonsoir Grégoire. Oui, bonsoir Isabelle. Vous l'avez dit, nous vous faisons vivre ce soir ce deuxième tour des élections législatives en direct et en temps réel, à l'occasion de vous donner les résultats dans les circonscriptions dans lesquelles se jouent des duels attendus où les enjeux sont de taille. Justement, nous partons, si vous le voulez bien, tout de suite en Lorraine et nous partons en Moselle dans la 6e circonscription à Forbach où il était parachuté. Florian Philippot, porte-parole du Rassemblement Bleu Marine, parvenait à se qualifier la semaine dernière mais aussi à éliminer le député sortant UMP. Il était en ballottage avec le candidat socialiste et vous le voyez, c'est le socialiste qui l'a remporté ce soir. Autre résultat dans le Limousin, dans la Creuse, circonscription unique suite au redécoupage. Les deux députés sortants s'affrontaient, le socialiste Michel Vernier et l'UMP Jean Auclair. Et vous le voyez, c'est le socialiste qui l'a remporté. Autre résultat dans le Lot-et-Garonne, 3e circonscription. Le député maire sortant de Villeneuve-sur-Lot et ministre délégué au budget, le socialiste Jérôme Cahuzac, était arrivé largement en tête la semaine dernière. Sans surprise, il est élu. Ce soir, il peut donc rester au gouvernement. Enfin, un dernier résultat très attendu dans les Vosges, 2e circonscription. Le duel s'annonçait serré entre le socialiste Jacques Lang et le député UMP sortant Gérard Cherpion. Et vous le voyez, c'est le candidat UMP qui a été élu ce soir. Merci Grégoire, on vous retrouve tout au long de cette soirée pour bien sûr les résultats, les priorités. C'est un second tour plein de rebondissements et plein de suspense. C'est le premier coup de théâtre de la soirée. Ségolène Royal qui est battue, elle vient de l'annoncer, même avant 20 h. Elle parle d'un adversaire, Olivier Falorni, un adversaire de droite, et elle parle ce soir de trahison. On l'écoute tout de suite. Le candidat qui vient d'être élu avec le soutien de l'UMP a permis à la droite de réussir son tir de barrage contre la candidate de la gauche. Le résultat de ce soir est le résultat d'une trahison politique puisque la mobilisation de l'UMP a été associée à l'utilisation malhonnête de l'étiquette majorité présidentielle qui a trompé un certain nombre d'électeurs. Mes chers amis, je n'ai pas gagné cette élection, mais je garde intacte ma volonté de continuer à servir notre territoire. Alors on va retrouver tout de suite en direct de La Rochelle Ericas, notre envoyé spécial. Ericas est en direct de la salle de l'Oratoire au cœur même de La Rochelle, aux côtés des militants d'Olivier Falorni, l'adversaire de gauche de Ségolène Royal. Quelle est l'ambiance sur place, Eric ? Elisabeth, je ne sais pas si vous m'entendez, le candidat élu, Olivier Falorni, vient d'arriver il y a quelques minutes, et depuis c'est un... On est tout de suite en plateau, on attend que les problèmes de son soient résolus. J'aimerais, Olivier Hill, que vous me disiez votre première réaction à cette défaite de Ségolène Royal, même si elle était un peu attendue quand même. Alors cette circonscription avait attiré l'attention des médias, on le sait, un emballement médiatique avait véritablement balayé cette partie du territoire de Charente-Maritime. Cette élection a beaucoup suscité de réactions, disons, affectives. On a plutôt, chez les éditorialistes, privilégié l'hypothèse de cœur, au fond, tentant de réconcilier histoire d'alcôve et vengeance de femmes, une sorte de vie de cour et de courtisane. Il y avait peut-être une autre explication ou hypothèse, celle proprement politique, qui ce soir prend corps, celle au fond d'un affrontement entre courants, entre différentes sensibilités politiques, le local s'arc-boutant sur une légitimité spécifique face à une direction du Parti socialiste apparaissant de plus en plus éloignée ou de plus en plus difficile à comprendre. Bref, la guerre des ex était en fait une guerre des roses. Et la guerre des roses, d'accord. Est-ce que vous pensez qu'au fur et à mesure de la semaine, le tweet a eu une influence sur le vote ou pas ? Alors, c'est toujours très difficile d'apprécier l'incidence d'un événement de cette nature sur l'orientation de vote des électeurs. Ce qui est sûr, c'est que cela a contribué à brouiller les cartes et à donner encore un peu plus le sentiment d'une dignité électorale bafouée. Rappelant aussi que le mandat du chef de l'État était précisément fondé sur l'idée d'éloigner les nuages de la vie bling-bling ou de la vie de cour. Bref, il y avait là une entorse à une forme de dignité politique nationale. Alors ce tweet a malheureusement marqué les Rochelais, comme a pu le constater Ericas dans son reportage. On le regarde.
Il reste encore une place forte en France. La Rochelle. C'est le dernier foyer de révolte. Quand la raison d'État commande, tous les moyens sont bons. Guerre des Roses, Tweedgate, les références ne manquent pas pour qualifier la folle semaine de l'entre-deux-tours dans la première circonscription de Charente-Maritime. Les Rochelais ont d'ailleurs plutôt mal vécu cette soudaine et envahissante notoriété. Oui, on aurait pu éviter ça, c'est évident. Je pense que là, bon, c'est un petit peu difficile à supporter pour nous. On se ridiculise par rapport aux pays étrangers, je crois qu'ils vont se régaler. Je trouve un peu lamentable que des gens du même parti soient pas capables de s'entendre, quoi. Alors après, comment voulez-vous qu'on vote, quoi, c'est tout, quoi. Alors, cette bataille laissera-t-elle des traces dans la vie politique locale? Certains pointent déjà du doigt quelques responsabilités. Ben, je pense que l'erreur vient de notre maire parce qu'il aurait dû mieux nous informer. Je crois qu'il ne nous a pas assez informés de ce qui s'est passé. C'est tout d'un coup, ce monsieur Falorni avait l'air bien et puis tout d'un coup il est plus bien. Alors qu'on nous explique pourquoi. Il aurait fallu mieux gérer le dossier en amont au niveau du Parti Socialiste à ce moment-là pour éviter ce genre d'éclat entre les deux protagonistes. Voilà. Quoi qu'il en soit, cette agitation électorale ne devrait pas troubler très longtemps les eaux calmes du port de La Rochelle. Nous poursuivons sur ce coup de théâtre à La Rochelle, Olivier Hill. Ségolène Royal a perdu la présidentielle en 2007, elle a perdu la primaire. Elle perd maintenant l'élection législative. Que lui reste-t-il ? Il est vrai que son destin national apparaît de plus en plus sombre après avoir porté brillamment les couleurs du Parti Socialiste lors des élections de printemps 2007. Elle avait échoué une première fois en 2008 pour devenir la première secrétaire du Parti Socialiste. Elle avait également échoué lors de la primaire de l'automne dernier. Et là, elle échoue une nouvelle fois lors d'un scrutin législatif qui devait normalement la mettre en mesure d'accéder au perchoir. On le voit, ce ne sera pas possible. Les rivalités d'ailleurs du perchoir montrent que ce scrutin avait bel et bien d'autres racines que celles que l'on a pu évoquer. C'est une année terrible pour elle. Que va-t-elle devenir? Elle parle de territoire, c'est bien ce qui lui reste désormais très peu de choses. Alors, je vous propose tout de suite de regarder du côté des réseaux sociaux avec Stéphane Hilarion. Bonsoir Stéphane. Que dit-on sur La Rochelle dans les tweets ? Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Effectivement, La Rochelle occupe une grande place sur Twitter ce soir, beaucoup de commentaires. Des commentaires qui ont commencé avant 20h. Twitter n'a pas attendu 20h pour commenter cette défaite de Ségolène Royal. Je vous montre un tweet. Royal est en train d'enregistrer ses larmes. Il était 19h20, 19h25 et Ségolène Royal était en train d'enregistrer sa première déclaration. Et puis beaucoup aussi de détournements, avant 20h également, comme cette photo. Voilà, Valérie m'a tué en référence à la fameuse histoire du tweet. Juste une petite chose, vous pouvez nous suivre sur internet, vous pouvez nous envoyer vos commentaires, nous poser des questions, nous envoyer des photos. Deux adresses, notre site internet législatif.france3sat.fr et notre compte Twitter @France3sat. Merci Stéphane Hilarion. Tout de suite, priorité aux résultats avec Grégoire Bouscambert. D'autres résultats de personnalité attendus, Grégoire, ce soir? Tout à fait Isabelle, les résultats qui tombent au fur et à mesure et nous vous les communiquons. Nous partons en Champagne-Ardenne, Haute-Marne, première circonscription. Luc Châtel, député UMP sortant, ancien ministre, était en ballottage assez favorable et vous le voyez sans trop de surprise, il a été élu ce soir. Autre résultat en Picardie, dans l'Aisne, première circonscription, René Dosière, le député sortant, dissident socialiste, auteur de nombreux rapports sur les dépenses de l'Élysée, avait terminé devant Aude Bonneau du nouveau centre UMP et puis devant le candidat socialiste. Et vous le voyez, eh bien, il a été élu ce soir dans cette circonscription. Autre résultat en Moselle, cette fois-ci nous partons dans la 4e circonscription, se jouait une triangulaire avec le Front National. Le report des voix du FN était ici en question et vous le voyez, c'est le candidat UMP qui a été élu. Enfin, résultat en Franche-Comté, 4e circonscription, le député sortant et ministre de l'économie Pierre Moscovici était assuré d'être élu. Son avance était nette sur le candidat de l'UMP et sans surprise, vous le voyez, il a été élu ce soir à l'issue du deuxième tour des élections législatives. Merci beaucoup Grégoire. Olivier Hill, un mot sur la défaite de Jack Lang à Saint-Dié-dans-les-Vosges. C'est la fin de sa carrière de député là. Oui, c'est la fin d'une carrière longue. Il se présentait avec déjà une expérience très riche. Il dépasse les 70 ans et sans doute qu'en retrouvant une terre qu'il a bien connue dans son enfance, il espérait pouvoir effectuer un dernier mandat éclatant. Ce ne sera pas le cas. Sans doute une décision mal informée, en tout cas une tentative de trop. À 72 ans. Oui. Direction maintenant Pau, le deuxième coup de théâtre de la soirée, si l'on peut dire, avec certainement la fin du Modem et de François Bayrou, puisque l'on va retrouver tout de suite Jean-François Lixon en direct de Pau. Jean-François, vous avez des toutes dernières informations sur le résultat du scrutin ?
Oui, vous savez, le résultat est simple. François Bayrou est battu ce soir et assez violemment puisqu'il accuse plus de 7 points de retard sur la socialiste Nathalie Chaban. Elle le devance même dans son village de Bordère. Il n'y a pas eu de miracle pour le patron du Modem. Il faut dire que les chiffres de dimanche dernier ne lui laissaient que très peu de chance. La triangulaire avec le candidat de l'UMP était pour François Bayrou, on l'avait déjà dit la semaine dernière, la pire des configurations. Et dites-moi, François Bayrou va-t-il quitter la scène politique? C'est la question que tout le monde se pose ce soir. Écoutez, la défaite de celui qui fut, on se le rappelle, le 3e homme de la présidentielle de 2007 ne lui laisse plus qu'un mandat électif, celui de conseiller municipal d'opposition, ici même à Pau. Il ne semble pas penser à s'effacer, puisque cette semaine il disait encore, tout en entrevoyant la défaite, et là je vais résumer ses propos, que ses choix seraient validés par la crise et que l'heure viendrait où il faudra faire appel à lui. Alors, vous l'avez compris, François Bayrou paye principalement ce soir son soutien personnel à François Hollande, qu'il avait manifesté entre les deux tours de la présidentielle, en disant qu'à titre personnel, il allait voter pour lui. Tout de suite, Olivier Hill, une réaction sur la défaite de François Bayrou? C'est l'acte de décès d'une stratégie politique et personnelle qui est arrivée désormais à son terme. On le sait depuis le début des années 2000, M. Bayrou avait développé une doctrine de l'autonomie du centre, à laquelle doctrine s'opposaient des réalités de plus en plus cuisantes, et notamment un mode de scrutin qui ne lui est pas favorable. On le voit aujourd'hui avec le score qu'il fait, eh bien c'est la fin d'une aventure nationale. Rappelons que le centre, notamment l'UDF, en 1993, réunissait 215 députés. Aujourd'hui, peut-être 2 députés retrouveront l'hémicycle et assurément le leadership sur ce centre autonome a disparu. Quelle terrible réalité. D'ailleurs, on va écouter quelques réactions recueillies par Jean-François Lixon, des réactions de votants dans le même bureau de François Bayrou ce matin, qui ont réagi peut-être au mauvais choix de François Bayrou. Il a mal choisi. C'est l'un ou l'autre, hein. Il s'engage avec un camp ou avec un autre, mais se mettre entre les deux, c'est difficile. C'est dommage pour lui surtout. Voilà. Depuis le temps qu'on essaye qu'il passe, et on n'y arrive pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. On a beau voter pour lui, il ne passe pas. Il manque un peu de niaque, peut-être. Ce serait un peu grave. Pour la démocratie, je pense que M. Bayrou devrait être dans la députation. C'est vrai qu'effectivement, au niveau national, c'est une figure béarnaise et qui a aucun autre candidat n'a une aussi belle représentativité. Ce serait pas très grave. Il aura un autre poste beaucoup plus important. Oui, je suis persuadé. François Bayrou battu à Pau ce soir. Olivier Hill, est-ce qu'il aura un autre poste important, comme l'a dit cet habitant de Pau? À la question que lui reste-t-il, je crois que ce sont d'abord des regrets, car les admonestations avaient été nombreuses, beaucoup avaient attiré son attention sur le caractère de plus en plus autiste de cette stratégie. Aujourd'hui, le constat est clair, il est partagé par tous, et plus grave, il laisse à d'autres mouvements centristes la possibilité de reconstituer une stratégie d'accès au succès par le centre. Je pense au nouveau centre, je pense au Parti radical, qui vont sans doute disposer d'une dizaine ou douzaine de députés ce soir. Bref, il laisse la place à d'autres leaders, à d'autres rivaux. Oui, parce que quand on n'est pas élu, est-ce qu'on peut être encore président du Modem? Ce sera difficile, on verra qui sera élu ce soir, sans doute 1 ou 2 députés pourront encore porter les couleurs du Modem, mais leur chef n'est plus là, et cette stratégie aujourd'hui, elle est abandonnée. Merci Olivier Hill. Tout de suite, d'autres résultats avec vous, Grégoire Bouscambert. Oui Isabelle, et puisque vous parliez à l'instant de François Bayrou, je vous propose de partir dans les Pyrénées-Atlantiques, dans la 2e circonscription, où François Bayrou s'était retrouvé pris dans une triangulaire. Le président du Modem était en situation difficile et donc vous le voyez, il a été battu par la candidate socialiste. Nous partons en Haute-Normandie, dans leur 3e circonscription, pour le président du nouveau centre, Hervé Morin. La tâche s'annonçait plus délicate que prévu face à la socialiste Mélanie Mamry. Rappelons qu'il avait été élu au premier tour en 2007 et il est à nouveau élu ce soir. Autre résultat dans les Pays de la Loire, dans la Sarthe, 4e circonscription, dans cet ancien fief de François Fillon, son suppléant Marc Joulot était distancé par le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll, bien placé pour l'emporter, et c'est le cas, il reste donc au gouvernement. Enfin dans Midi-Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées, 1re circonscription, l'ancien ministre Jean Glavany, socialiste, avait frôlé l'élection dès le premier tour face à Gérard Trémège, le maire de Tarbes, UMP, et il a été élu ce soir avec près de 66,91% des voix. Merci Grégoire. Direction le Nord-Pas-de-Calais à Hénin-Beaumont. On retrouve tout de suite Anthony Laurent. Bonsoir Anthony Laurent. Bonsoir. Marine Le Pen battue ce soir, vous le confirmez?
Écoutez, c'est une soirée à rebondissement qu'on a vécue ici, puisque Marine Le Pen a été donnée dans un premier temps élue, puis battue, comme vous le dites. Alors nous ne disposons pour le moment que de résultats partiels dans son bastion, ici à Hénin-Beaumont, où elle a obtenu 55% des voix. Philippe Kemel, le socialiste, aurait totalisé, lui, 45% des voix. Marine Le Pen arrive en tête dans quasiment toutes les communes, sauf à Carvin, la ville dont Philippe Kemel est maire, et à Libercourt, une commune juste à côté. Elle bénéficiait, vous le saviez, au premier tour d'une dynamique favorable, avec 42% des voix face aux forces de gauche qui, elles, avaient totalisé 46,5% des voix. Mais elle s'est retrouvée au second tour avec un front républicain contre elle. Elle avait un redécoupage électoral relativement défavorable. On l'avait senti tendue, nerveuse ce midi au moment du vote. Malgré tout, elle a réussi à avoir des réserves de voix puisqu'elle est passée de 48% à 55% ici à Hénon, avec une participation en hausse. On a un peu mieux voté que le week-end dernier, 59%. Les résultats définitifs seront connus vers 21h, mais le suspense reste entier puisque tout pourrait se jouer à quelques dizaines ou quelques centaines de voix. Merci Anthony. On va tout de suite regarder le reportage que vous avez tourné à Hénin-Beaumont sur les raisons du vote Front National dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Un paysage défiguré par les infrastructures de transport et de logistique. Un territoire pollué par son passé industriel et sacrifié sur l'autel de la mondialisation. Une population fière de ses origines ouvrières, mais minée par le chômage. Un horizon économique bouché et une classe politique locale totalement désabusée quand elle ne fait l'objet d'aucun soupçon ni d'aucune poursuite. Il n'en fallait pas moins pour que les pensées de la présidente du FN trouvent ici un terreau favorable. Depuis 5 ans, Marine Le Pen a fait d'Hénin-Beaumont et de cette circonscription son laboratoire, le creuset où elle façonne son discours à l'attention de ses classes populaires. Sentiment d'insécurité, impression d'abandon, peur de l'avenir, la présidente du FN retrouve ici ses thèmes favoris. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de Français qui sont sans emploi, quoi. Il y a beaucoup plus d'emplois pour les étrangers que pour les Français en fait. Par exemple, qu'il y a trop de chômage en France, tout ça, et qu'il serait temps de remettre le franc parce que l'euro ça nous a bien foutu dedans, et que c'est une immense connerie déjà. Maintenant, si on retourne au franc, on pourrait peut-être refaire notre monnaie et d'effacer la dette. Des idées et des recettes simples qui trouvent un écho surprenant dans les anciens bastions de mineurs où flottait autrefois le drapeau rouge. Ils ne comprennent pas qu'en ayant bossé par exemple aux mines ou ailleurs, maintenant ils se retrouvent avec presque rien. Et d'autres populations, bien sûr, qui sont issues de l'émigration ou autres, en profitent largement. On a fait venir des wagons complets de Marocains. On les habillait, ils étaient comme au régime. Mais il n'y en a pas tant que ça proportionnellement dans la région. Il y en a. Promenez-vous par là, vous allez voir. Oui, il y en a. Le FN prospère d'autant plus qu'ici, la droite n'a jamais réellement pesé dans les urnes. Voilà, Olivier Hill, est-ce que c'est un échec pour Marine Le Pen? On peut prononcer le mot échec pour le Front National? C'est un échec dans la mesure où, évidemment, dans cette circonscription, les espoirs étaient grands pour le Rassemblement Bleu-Marine. Marine Le Pen était arrivée en tête au premier tour, c'était l'une des meilleures chances de succès. C'est donc, évidemment, source de regret et elle échoue, au fond, avec quelques centaines de voix de retard. Ce n'est pas un échec en ce sens que, tout de même, elle aura marqué les esprits, elle aura montré sa capacité d'entraînement électoral et puis surtout elle aura réussi à capter un vote qui dans cette circonscription marquée par le chômage, par la désindustrialisation, dans ce bassin minier qui est ravagé par la désindustrialisation, elle aura réussi au fond à capter une forme de désespérance sociale, montrer que le Front National pouvait cultiver un autre rapport que simplement celui de la dénonciation de l'immigration, c'est-à-dire au fond capter le mécontentement lié à un vote de souffrance économique, de dépossession sociale et de désespérance. Je vous propose d'écouter à présent la déclaration de Jean-François Copé, le président de l'UMP, qui a été réélu à Meaux ce soir. On l'écoute. À mes amis élus ce soir, je veux dire ma joie de partager leur succès. Ils ont fait une magnifique campagne à la fois éprouvante et courageuse. Dès ce soir, à la tête de l'UMP, je m'engage à ce que nous incarnions une opposition républicaine forte au service des Français. Une opposition responsable, mais vigilante et déterminée. Responsable parce que la profondeur de la crise commande que l'on ne joue pas le jeu d'une opposition stérile comme la gauche l'avait fait pendant 5 ans. Mieux encore, avec nos amis centristes, nous saurons être force de proposition. Cependant,
Face à une gauche qui désormais détient tous les pouvoirs, nous serons sans complaisance. Nous ne laisserons bafouer ni l'indépendance nationale, ni les valeurs de la République. Nous ne laisserons pas ruiner le pays avec des augmentations d'impôts et de la dette. Nous ne laisserons pas détruire nos emplois, nos entreprises, nos universités, faute de compétitivité. Nous ne laisserons gagner ni l'assistanat, ni le laxisme, ni le communautarisme qui menace avec le droit de vote des étrangers. Olivier, il y a une réaction à ce que vient de dire Jean-François Copé? Oui, on peut dire que les digues de l'UMP ont à peu près bien résisté dans ce débat qui consistait à savoir s'il fallait privilégier la théorie du front républicain ou celle du ni vote en matière de front républicain, ni vote en faveur du Front National. On peut dire que cette posture ou cette ligne chère à M. Copé a à peu près fonctionné. Reste que sur la vingtaine de duels qui finalement auront opposé le FN au Parti Socialiste, eh bien des dérives ici et là, des glissements, des lâches abandons auront été aussi enregistrés. Il faudra sans doute que tout cela soit débattu et tranché. Ce sera l'occasion du Bureau national qui va très bientôt se réunir à la direction ou à la tête de l'UMP. En tout cas, Jean-François Copé vient de confirmer la majorité absolue pour le Parti Socialiste. Tout à fait. Cela indique combien le score de l'UMP est désormais bas. Il résiste mal. Au premier tour, il avait fait son plus mauvais score depuis 1958. Au second tour, il résiste grâce à la bipolarisation du vote qui finalement a privilégié les grands partis au détriment des petits, mais au fond c'est une défaite, et une véritable défaite qui est enregistrée ce soir. Allez, on continue avec d'autres résultats et Grégoire Bouscambert pour nous les dire. Oui Isabelle, les résultats qui arrivent ici au fur et à mesure, nous vous les communiquons et nous partons dans les Pyrénées-Atlantiques, 4e circonscription. Le second député MoDem sortant, Jean Lassalle, faisait face au socialiste François Maïssa. Et vous le voyez, eh bien c'est Jean Lassalle qui a été élu ce soir. Autre résultat en Bretagne, Finistère, 4e circonscription. Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, députée socialiste sortante, paraissait assurée d'être réélue au second tour et c'est le cas. Elle peut donc rester au gouvernement. Dans le Loir-et-Cher, nous partons dans la 3e circonscription. Maurice Leroy, ancien ministre député Nouveau Centre sortant, se présentait ici et il a été élu avec près de 58% des voix. Enfin, résultat en Picardie, dans l'Oise, 2e circonscription. Ici se jouait une triangulaire avec le Front National. Le report des voix du FN était en question et vous le voyez, c'est le candidat UMP qui a été élu ce soir avec 38,97% des voix. Merci Grégoire et n'hésitez pas à nous prévenir pour d'autres résultats ce soir. On repart à La Rochelle où Olivier Falorni, l'adversaire de gauche de Ségolène Royal, a pris la parole. On va l'écouter. Il demande à tout le monde de respecter les électeurs. On l'écoute. Je demande simplement que les électeurs soient respectés, qu'on respecte le choix des habitants de La Rochelle et de l'île de Ré. Ça me semble être le minimum d'élus de la République. Et quand Ségolène Royal dit que c'est la victoire de la trahison ? J'espérais que les dérapages que nous avons connus durant toute cette semaine cesseraient après le vote. Je regrette que des mots tels que celui-ci aient été employés. J'espère que c'est sur le coup de la déception et que après les mots de trahison viendront ceux du regret et peut-être des excuses. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir? Beaucoup d'émotions de cette confiance massive reçue des citoyens. Il y a une force démocratique qui s'est créée sur ce territoire, vous le voyez. Il se passe quelque chose de fort et je suis heureux d'en avoir été finalement que le porte-voix. Allez, on va tout de suite écouter Maxime Bonneau, le maire de La Rochelle, qui réagit lui aussi ce soir. Rochelle, qui parle lui aussi d'élection d'Olivier Falorni et de Ségolène Royal et il qualifie Olivier Falorni de candidat de droite. On reviendra tout à l'heure sur la réaction de Maxime Bonneau à La Rochelle. Olivier Hill, ce qu'a dit Olivier Falorni. Eh bien, le premier secrétaire fédéral PS de Charente-Maritime, Olivier Falorni, a pu s'arc-bouter lors de cette élection sur deux points d'appui. D'abord, le fait que comme dissident, il ait pu dénoncer au fond un parachutage et opposer une légitimité territoriale à des manœuvres partisanes, mais aussi il aura réussi son opération en transformant ce scrutin en une sorte de référendum sur l'avenir de Ségolène Royal. Celle-ci sans doute paye ici son annonce
prématurée d'une visée sur le perchoir, c'est-à-dire sur la présidence de l'Assemblée nationale, car du même coup, elle aura coalisé contre elle bien des rivalités, y compris au sein de l'appareil du Parti socialiste. Alors là, c'est la confirmation par les électeurs et la prime à l'élu local. Tout à fait, et on voit combien le caractère local du scrutin législatif est marqué. On a trop tendance à lire tout cela loin à partir des vues des états-majors. C'est d'abord un scrutin local qui renvoie à des appartenances, à des territorialités, à des interconnaissances de base. Alors voilà, on va écouter maintenant Maxime Bonneau, le maire de La Rochelle, qui parle de cette élection très attendue et très disputée. Est-ce qu'on nous n'avons pas encore cette réaction, nous avons un petit problème de son. Je vous propose tout de suite d'avoir des résultats du côté de Grégoire Bouscambert. Isabelle, des résultats qui arrivent. Je vous propose justement de partir dans 4 circonscriptions où se jouaient des triangulaires avec le Front National. Et nous partons tout de suite en Champagne-Ardenne dans l'Aube. Ici se jouait donc une triangulaire avec le FN. Le candidat UMP Nicolas Dhuicq, maire de Brienne-le-Château, était arrivé en tête et il a été élu ce soir. Autre résultat en Moselle, dans la 4e circonscription. Ici se jouait également une triangulaire avec le Front National. Le report des voix du FN était en question et c'est le candidat UMP qui a été élu. En Alsace, nous partons dans le Haut-Rhin, la 6e circonscription, où se jouait là encore une triangulaire entre le sortant, le candidat du Nouveau Centre, et puis les candidats du Parti Socialiste et du Front National. Et c'est donc le candidat sortant du Nouveau Centre qui a été élu ce soir. Enfin, un résultat dans le Var, 8e circonscription, là encore une triangulaire avec le FN. Le report des voix du Front National était également en question. Et c'est le candidat UMP qui a été élu avec 40,54% des suffrages. Merci Grégoire. Direction Aigues-Mortes où on retrouve Philippe Réjani. Philippe Réjani, est-ce que vous avez des informations sur le score qu'a fait Gilbert Collard, un score très attendu du côté du Front National ? Score très attendu et je peux vous le dire, Isabelle, ça y est, c'est fait. Gilbert Collard est élu député dans la 2e circonscription du Gard. Les scores sont très serrés. Gilbert Collard vient d'arriver. Il a reçu un accueil triomphal. Il a été salué par tous les militants du Front National qui sont rassemblés ici dans ce Mas Camarguais où il leur a donné rendez-vous. Il y a eu des applaudissements. On a entendu Vive la France, on a gagné. Et Gilbert Collard qui termine donc en tête d'une courte tête, 42,82% des voix contre la candidate socialiste qui est à 41,56% des voix. Score très serré, je vous le disais. Victoire, mais victoire donc quand même. Gilbert Collard est élu. Il réalise l'exploit d'entrer au Palais Bourbon avec l'étiquette Front National. Ça faisait 14 ans qu'il n'y en avait pas eu. Et il a dû mettre en place une stratégie bien rodée. Pour cela, il a remporté son pari d'abord en ratissant large, en ratissant parmi les voix des électeurs UMP à droite. Il a réussi à capter un électorat qui est traditionnellement très ancré à droite. Et puis, il a réussi à surmonter également la tâche qui lui avait été rendue compliquée par les ténors du parti, l'état-major de l'UMP, qui avait prôné le fameux Nini dont on a parlé et qui avait demandé notamment à son rival, le député sortant Étienne Mouru, de se maintenir. Étienne Mouru qui avait hésité puis qui avait finalement suivi les consignes au niveau national, qui s'est maintenu. Malgré cela, Gilbert Collard est donc élu dans cette 2e circonscription du Gard, mais ça s'est joué vraiment à très peu de choses. Merci beaucoup Philippe Réjani pour toutes ces informations. Une élection, je vous rappelle, qui a été émaillée de plusieurs incidents de part et d'autre. Donc une tension sur place très importante. Olivier Hill, réaction à cette élection de Gilbert Collard qui était attendue mais pas tout à fait acquise quand même. Oui, cela dit, c'est le département qui, en tout cas le 2e département qui a le plus voté en faveur de Marine Le Pen aux élections présidentielles. Donc c'était un département dans lequel des chances raisonnables de réussite étaient réunies. Reste que M. Collard a bénéficié d'une triangulaire qui lui aura été au fond très favorable, avec la présence d'une candidate dissidente du Parti Socialiste qui s'est maintenue envers et contre tous, alors qu'elle disposait d'à peu près 20% de voix. Bref, elle a brisé la dynamique du Front républicain et permis au leader local du Front National de l'emporter. Alors là, le ni-ni, la stratégie est ni Parti Socialiste, ni Front National, elle n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour le Parti Socialiste, les consignes passées par la direction du parti n'ont pas été suivies, et on le savait, dès lors qu'une vingtaine de voix ne pouvaient pas se reporter sur le candidat UMP, eh bien, la tâche devenait très difficile pour M. Froment et pour Mme Markilovic qui s'était maintenue. Pour le Front National, c'est aussi une forme de victoire
victoire, car après tout, rappelons-le, 59 candidats pouvaient se maintenir au second tour, seuls 3 députés avaient depuis 25 ans réussi à franchir l'hémicycle. Et bien ce soir, avec Maître Collard, un nouveau député pourra entrer au Palais Bourbon. Alors on a eu une élection très disputée à La Rochelle, on l'a vu, avec beaucoup de tensions. Je voudrais qu'on revienne à Aigues-Mortes avec Philippe Réjani, qui nous raconte comment lui, il a vécu ce second tour, puisqu'il était sur place avec une agression de Gilbert Collard et aussi une agression de la suppléante centriste d'Étienne Mouru, le candidat UMP. Philippe. Effectivement, une fin de campagne émaillée par quelques incidents ici dans le Gard. On a senti une crispation du coup dans les équipes de campagne. Pas plus tard que cet après-midi, Gilbert Collard, qui était dans les rues de Saint-Gilles, une commune voisine, aurait été insulté par une trentaine de jeunes. L'un de ses collaborateurs aurait même été frappé. Les gendarmes sont intervenus. Et puis il y a quelques jours, mercredi soir, la suppléante d'Étienne Mouru, le candidat, le député sortant UMP, a été agressé à son domicile. Un homme l'attendait et cet homme-là lui a clairement reproché de s'être maintenu au second tour et de faire ainsi le jeu de la gauche. Merci Philippe Réjani. Je vous propose de poursuivre cette soirée spéciale élection avec d'autres résultats, avec Grégoire Bouscambert qui va nous parler tout de suite d'Hervé Novelli. Oui, exactement. Et nous partons tout de suite, sans plus tarder, en région centre, en Indre-et-Loire, 4e circonscription. Hervé Novelli semblait, à l'issue du premier tour, le plus menacé. L'ancien secrétaire d'État au commerce et à l'artisanat du gouvernement Fillon risquait fort de laisser la place à Laurent Baumel dans le Parti socialiste. Et c'est le cas, puisque Laurent Baumel a donc été élu ce soir. Autre résultat. Dans les Pyrénées-Atlantiques, 6e circonscription, Michèle Alliot-Marie, députée sortante et ancien ministre, était en ballottage avec la candidate socialiste Sylviane Allo, qui est elle conseillère régionale. Et vous le voyez, Michèle Alliot-Marie a donc été battue. C'est la candidate socialiste qui remporte l'élection. Résultat dans le Tarn-et-Garonne, 2e circonscription, Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat et du Commerce et députée PRG sortante face à une droite divisée, totalisait plus de 42% des voix au premier tour. Et vous le voyez, elle a donc été élue avec 59,86% des suffrages. Enfin, un dernier résultat dans les Pyrénées-Orientales, 1re circonscription. Ici, le numéro 2 du Front National, Louis Alliot, n'avait que 172 voix de retard sur le secrétaire de la Fédération départementale du PS. Le député UMP sortant, Daniel Mac, était en ballottage défavorable. Et c'est donc le candidat socialiste qui a été élu. Louis Alliot a donc été battu avec 23,24% des voix. Merci beaucoup Grégoire Bouscambert. Et on va faire une pause en images maintenant. Après avoir parlé des duels, des rivalités, des dissensions et des batailles, on va parler du travail du député, du rôle du député. Il élabore et il vote les lois au terme d'un long processus de réflexion, d'audition, de travail en commission. Explication avec humour, tout de suite. À quoi sert un député? C'est bien la question que l'on peut se poser avant chaque législative. L'Assemblée nationale est l'une des 2 chambres qui composent le Parlement français. Une chambre sans lit, mais avec des sièges, ce qui aide à rester éveillé durant les sessions. Une chambre de 577 sièges, ça ferait une sacrée salle d'attente. Élus pour 5 ans au suffrage universel direct par scrutin majoritaire à 2 tours, les députés ont 2 champs d'action, leur circonscription et l'Assemblée. Dans leur circonscription, ils rencontrent leurs concitoyens et des problèmes. À l'Assemblée, ils votent les lois en principe sans avoir besoin d'en venir aux mains et contrôlent l'action du gouvernement en le bombardant de questions vachardes chaque mercredi alors qu'il sort lessivé du Conseil des ministres. Les députés les plus zélés peuvent aussi proposer eux-mêmes des lois, le tout soit en session ordinaire, 120 jours maximum d'octobre à juin, soit en session extraordinaire sur demande du Premier ministre ou de la majorité des députés. Enfin, ainsi qu'on ne parle pas de corde sur un bateau, depuis 1997, on ne dit jamais dissolution en présence d'un député. Dissolution, déjà une, ce serait pas si mal. Voilà un commentaire, vous l'avez reconnu, de Sylvie Bosquero, extrêmement bien écrit, extrêmement léché. Olivier Hill, c'est beaucoup de travail d'être un député. Oui, bien sûr, d'autant qu'à ces fonctions traditionnelles de vote de la loi s'ajoute le contrôle parlementaire. Il faut veiller à suivre de très près les décisions prises par l'exécutif et cela suppose évidemment des moyens d'investigation. On le sait, en France, la tradition des commissions d'enquête est très peu diffusée, très peu installée. Il faut aussi souligner que les députés depuis quelques années se sont vus allouer le rôle d'évaluer les politiques publiques, c'est-à-dire de vérifier la manière dont les lois sont mises en œuvre et le coût des dépenses qui leur sont associées. Bref, c'est un travail important. C'est aussi un travail qui suscite de plus en plus une forme de malaise, car on le sait, l'Assemblée nationale et de manière générale le Parlement sont les parents pauvres de la Ve République.
la présidence et l'hyper-présidence ces dernières années a renforcé le phénomène, détient de très nombreuses compétences. C'est sans doute une des démocraties dans le monde qui arroge au chef de l'État le plus de pouvoir et de compétences. Du même coup, ce Parlement aura bien besoin d'être réhabilité dans les mois et années qui viennent. Merci Olivier. Un coup d'œil sur les réseaux sociaux avec Stéphanie Larion et je crois que Nadine Morano fait le buzz. Oui, tout à fait. Alors, il y a la défaite de Marine Le Pen, la défaite de François Bayrou, mais il y a aussi la défaite de Nadine Morano. Et Nadine Morano qui a reconnu donc sa défaite il y a quelques minutes, mais qui n'hésite pas à accuser l'imitateur Gérald Dahan, qui, voilà, vous voyez ce tweet, Morano déclare que le canular de Dahan, donc cette semaine, a pu influencer le vote. Et une réponse d'un Twitter, vous payez tout simplement votre rapprochement avec le FN. Dommage de ne pas avoir été lucide. Voilà, vous pouvez nous envoyer vos réactions ou nous poster vos photos sur notre compte Twitter @France3Sat. Merci Stéphanie Larion. Alors Olivier, une réaction à la défaite de Nadine Morano? Oui, il est peu crédible de prétendre ou d'accréditer l'idée que le rire aurait fait vaciller le sérieux ou le sacré du politique. En réalité, on le sait, ces phénomènes médiatiques, qu'il s'agisse des tweets ou des coups de téléphone humoristiques ou farceurs, n'ont qu'une portée très limitée sur le vote et notamment sur la sociologie électorale, sur les rapports de force, sur la constitution de l'offre électorale, toutes choses qui pèsent infiniment plus lourd que telle ou telle taquinerie d'entre-deux tours. Merci. Tout de suite, d'autres résultats avec Grégoire Bouscambert ce soir. Oui Isabelle, les résultats affluent, nous vous les communiquons en temps réel et nous partons tout de suite, si vous le voulez bien, en Basse-Normandie, dans la 4e circonscription. Ici, la sortante UMP Nicole Hamelin était arrivée en tête face à la socialiste la semaine dernière et elle a été élue sans grande surprise ce soir. Autre résultat en Haute-Normandie, dans leur première circonscription, l'ancien ministre de l'Agriculture Bruno Le Maire devait retrouver sans trop de difficulté son siège de député. Il avait obtenu 10 points de plus que Michel Champredon, le maire des et il a donc été élu là encore sans surprise ce soir. Nous partons en Picardie dans l'Oise, 4e circonscription. Éric Woerth devait normalement retrouver son siège dans cette circonscription très ancrée à droite. Il partait favori face au candidat écologiste et il a donc été élu ce soir avec près de 59% des suffrages. Enfin, dernier résultat en Haute-Savoie, première circonscription. Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale et député UMP sortant, était arrivé en tête face au candidat socialiste. Il a donc été élu ce soir avec 56,06% des voix. Merci Grégoire. Avant de partir à Marseille rejoindre Vanessa Fize, je vous propose d'écouter le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier. Une très belle victoire qui aujourd'hui donne de la fierté à la fois à cette circonscription et à l'ensemble du Pas-de-Calais, de cette région qui aurait été stigmatisée avec la victoire de Le Pen. Et aujourd'hui, je crois que ce sont des gens de terrain, des élus responsables, compétents, qui défendent leur territoire et l'honneur de ce territoire. Je suis très fier, immensément fier. Allez, direction le sud de la France, Marseille, avec Vanessa Fize. 3 circonscriptions nous intéressent ce soir, la 3e, la 5e et la 16e. Vanessa, quelles informations vous avez de votre côté sur place ? Alors je me trouve dans la 5e circonscription de Marseille au QG de Renaud Muselier, candidat UMP, face à Marie-Arlette Carlotti, candidate socialiste. Pour l'instant les résultats sont extrêmement partiels, les résultats s'annoncent serrés. Ce que je peux vous dire c'est que Marie-Arlette Carlotti aurait peut-être l'avantage, et ça ce serait un séisme dans la vie politique marseillaise. Ça voudrait dire aussi qu'elle conserverait sa place dans le gouvernement Ayrault puisqu'elle est ministre déléguée aux personnes handicapées. Alors comme la semaine dernière, ici le candidat UMP Renaud Muselier a fait un passage éclair dans son QG auprès de ses militants. Il a dit qu'il a fait tout ce qu'il pouvait, et sous-entendu tout ce qu'il pouvait faire pour gagner, il l'a fait. Il est resté impassible et on ne savait pas s'il savait s'il y avait des risques de perdre. Vous entendez derrière moi peut-être les militants qui commentent les résultats nationaux au fur et à mesure qu'ils tombent. Alors pour l'instant Renaud Muselier est dans son bureau, il attend des résultats définitifs puisque ce scrutin s'annonce serré. C'est ce que fait aussi Marie-Arlette Carlotti, la candidate PS ministre. Elle est allée voter ce matin, elle nous a dit qu'elle avait dans son sac tous les gris-gris que lui avaient offert les supporters, les sympathisants. Elle espère, elle s'est dit stressée et elle aussi elle n'apparaîtra que quand il y aura des résultats définitifs. Merci beaucoup Vanessa, on reviendra vers vous dès que vous aurez des informations supplémentaires sur les autres circonscriptions et bien sûr sur leur score de Marie-Arlette Carlotti, la ministre du gouvernement Ayrault. Mais je vous propose tout de suite d'écouter Marine Le Pen en direct d'Hénin-Beaumont. Avec 25 ans d'absence illégitime et antidémocratique au Parlement,
Malgré son incontestable représentativité durant toutes ces années, le mouvement national fait à nouveau son entrée à l'Assemblée. Et c'est un énorme succès. Quant à moi, avec 49,9%, soit 114 voix d'écart, seul contre tous. Des voix qu'il faudra probablement recompter lorsque l'on sait la manière dont fonctionnent certaines municipalités. Je suis privé d'un siège du fait, il faut bien le dire, d'un redécoupage de la circonscription au bénéfice des socialistes. Ce soir, c'est à M. Guéant que M. Kemel doit adresser ses remerciements. Chacun reconnaîtra l'injustice qu'il y a lorsqu'avec près de 20% des voix, le mouvement national n'aura que 2 ou 3 députés. Dans le même temps, les écologistes, qui ont recueilli 2,3% des voix au présidentiel, devraient eux avoir une vingtaine de députés. Mais au-delà de mon cas personnel, nous n'avons que des raisons de nous réjouir d'avoir atteint dans des dizaines de circonscriptions lors de ce second tour des scores spectaculaires, démontrant que les consignes des appareils n'ont été que très peu suivies et qu'une recomposition de la vie politique est en marche. Ce soir, l'UMP paye sa contradiction idéologique et ses compromissions politiques. Le centre disparaît. C'est dans ce paysage nouveau que nous entendons réunir autour de nous une grande force d'alternative au socialisme. J'appelle tous les Français à prendre contact avec nous pour entreprendre la reconquête. Les futures élections seront fondamentales. Nous vous y donnons rendez-vous pour que vive la République et pour que vive la France. Ouais. Une première réaction, Olivier, rapidement. Oui, après le premier tour, au cours duquel le Front National avait totalisé près de 14% des voix, on pouvait s'attendre effectivement à de meilleurs résultats. Le parti de Mme Marine Le Pen paye le prix là de 3 au fond obstacles qui restent toujours présents sur sa route. D'abord un obstacle qui est celui de l'absence de réserve. Cet obstacle a été très présent ici, en dehors d'Hénin Beaumont. Au fond, elle n'a pas pu bénéficier de report des voix d'autres partis ou d'autres formations politiques. Mais elle a aussi payé le prix d'une absence d'alliance et d'un mode de scrutin qui lui est ô combien défavorable. Allez, direction Marseille tout de suite, où on va retrouver Vanessa Fize sur justement le poids du Front National dans les Bouches-du-Rhône. Alors ici, dans cette circonscription, cette 5e circonscription, le Front National avait fait 16% au premier tour. Autant dire qu'il est l'arbitre dans cette circonscription. Effectivement, il y a des triangulaires, des duels avec le Front National, notamment Patrick Menucci dans la 4e circonscription, qui est opposé à un candidat du Front National. La plus forte chance du Front National, c'est celle de Stéphane Ravier contre Sylvie Andrieux. Et pour l'instant, nous n'avons pas de résultats, même partiels. Merci Vanessa, on vous retrouve bien évidemment au cours de cette soirée pour de nouvelles informations. Direction les résultats avec Grégoire Bouscambert tout de suite. Oui Isabelle, les nouveaux communiquons donc les résultats en temps réel. Nous partons si vous le voulez bien dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Pas-de-Calais 12e circonscription. Le dissident Koucheda Merlier-Vin avait appelé à voter pour le maire de Vingues, Nicolas Bay, devancé par la frontiste Charlotte Soula. Et c'est donc Nicolas Bay qui a été élu ce soir. Autre résultat en Picardie, dans l'Oise 7e circonscription, avec un duel serré entre le président socialiste de la région Picardie, Claude Guéwerk, et l'ancien ministre Édouard Courcial, député UMP sortant. Et c'est donc Édouard Courcial qui a été élu ce soir. Résultat également dans les Pyrénées-Atlantiques, 5e circonscription, avec un scrutin serré pour le député sortant Jean Grenet, maire de Bayonne, qui était accroché la semaine dernière par la candidate PS. Et c'est donc la candidate du Parti socialiste qui a été élue avec 56,47% des suffrages. Merci Grégoire. Olivier, vous vouliez rajouter une autre information sur Marseille? Oui, c'était la première fois que la cité phocéenne, le 6 mai dernier, plaçait un candidat socialiste en tête
d'une élection présidentielle. Et on le sait, en 2007, l'UMP avait conquis 5 circonscriptions sur 7. Donc le moment est attendu, il est décisif. On verra comment s'installe le rapport de force entre l'UMP et le Front National. Ce sera décisif pour la suite. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, ce soir, beaucoup de suspense, beaucoup de rebondissements. Ségolène Royal battue, François Bayrou battu, Marine Le Pen battue. Nous reviendrons tout au long de cette soirée sur les autres résultats de cette élection législative particulièrement intéressante. Tout de suite, je laisse la parole à Carole Gessler et Francis Letellier pour la suite de l'édition nationale. Merci, à tout à l'heure.